Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. C'est vraiment belle. Regarde ça, même oui. Wow. Bonsoir et bienvenue à Loisirs chasse et pêche. Ce soir, on vous amène à la pêche au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On reçoit en studio Guy-Paul Thibault qui nous parle d'une gamme de couteaux qui prend tranquillement sa place en magasin. On reçoit aussi la Fondation de la Faune pour nous parler d'un projet ou d'un programme sur les véhicules hors route. On s'entretient également avec Pierre, notre ami de la Capitale Assurance Générale, puisque les bateaux vont sortir bientôt. On se renseigne sur l'assurance bateau. D'abord et avant tout, quelques nouvelles. Et vous savez, c'est facile d'aller vers le gouvernement et de toujours piquer. Il faut parfois sortir aussi les bons coups parce qu'ils en font. Et au niveau investissement fonds, dans les derniers temps, on cherchait et hop, quelque chose qui fait surface le 22 février dernier. Et une très bonne nouvelle, le ministre Lessard, accompagné d'énormément de gens des différents ministères et organismes, dont la CEPAC, qui annonce un investissement quand même de 36 millions de dollars dans le parc au Pémican. Ce qu'ils vont faire avec ça, 3 pôles d'investissement. Un pôle découverte, un pôle nature et un pôle aventure. Ce qu'on veut, en fait, c'est faire des travaux pour réaménager ou améliorer ou restaurer les différents sites historiques, les sites de balade, l'accès aux différents plans d'eau pour les pratiques du canot et du kayak et également ouvrir certains lacs exclusifs à la pêche et au canot camping, qui sont de très bonnes nouvelles. Ça fait longtemps, il me semble, qu'on n'avait pas une nouvelle d'investissement faunique comme celle-là. C'est quand même un bon montant, mais un bon montant pour un grand parc qui en avait fort besoin dans les dernières années. Deuxième nouvelle qui m'a bien fait sourire, Ottawa veut ouvrir la chasse à la tourterelle au Québec. Mais on l'avait entendu, ça fait déjà quelques années de ça. Il y avait un dossier qui était en branle de ce côté-là. Maintenant, ça revient. Pourquoi? Parce que l'échéancier, bien, c'est l'automne 2016. Hein? Donc, on ouvrirait légalement la chasse à la tourterelle au Québec à l'automne 2016. Bien, d'un côté, là, évidemment, il y a les biologistes du gouvernement qui nous disent bien, il y a eu une progression de la population entre, je me réfère à mes dates, entre 1970 et 2012 d'environ 6,5 %. Et évidemment, la Société d'ornithologie du Québec et Québec Oiseaux, le regroupement Québec Oiseaux, bien, eux, font des veilles un peu plus serrées sur ces oiseaux-là. On a des dossiers qui sont plus complets un peu et nous informent que oui, c'est vrai qu'au global, il y a eu une augmentation de 1970 à 2012. Mais dans ces chiffres-là, vous avez oublié quelque chose, messieurs les biologistes, c'est que depuis l'année 2000, la population est en déclin. Un peu comme le moineau domestique dont on permet aussi la chasse. Donc, cette décision-là est contestée présentement. Où est-ce que ça va aller? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on va tendre une oreille à nos grands spécialistes au Québec, que sont les ornithologues et les regroupements, les associations qui regroupent ces gens-là? Je l'espère. Du moins, dossier à suivre. Dossier très important aussi, bilan de la chasse aux cerfs de Virginie. Je vous lis les nombres. 47 469 cerfs abattus en 2015 durant la saison, dont 26 300 quelques mâles, 14 000 quelques biches et 6 700 quelques veaux. Là-dedans, ce qu'on dit, on donne un paquet, le gouvernement nous donne un paquet de raisons en parlant de la rigueur hivernale, par exemple, 2014-2015. Je vous épargne toutes les raisons, là. Je veux en venir au fait qu'on nous présente quelques solutions et ces solutions-là, pour moi, ne sont pas satisfaisantes puisqu'on nous parle de refaire des analyses suivant d'éventuels inventaires aériens. Moi, ce que je dis et ce qu'on constate, ce que tout le monde constate, et c'est le même message qui est envoyé par plusieurs médias à M. Lessard, quand ça fait 3 fois que tu essaies la même recette de sauce à spaghetti puis qu'elle ne marche pas, tu achètes un autre livre de recettes. Il y a des gens ailleurs qui ont réussi dans la gestion du cerf de Virginie. On va vous donner un nom que tout le monde vous donne, M. Lessard. On va parler de la Pennsylvanie,
par exemple, il y a des bonnes recettes ailleurs, des très bonnes réussites. Allez voir ce qu'ils ont fait. Fiez-vous là-dessus. On ne tentera pas de répéter la même erreur encore des années durant. On peut partir sur de meilleures bases. Maintenant, on va essayer que ces nombres-là augmentent dans une meilleure gestion du cerf de Virginie, au grand bonheur de tous. On vous quitte pour une première pause. Au retour, on vous parle de cartes TrackMap avec Stéphane Monette. Et ne manquez pas ça, il y a de quoi de spécial là-dedans. Stéphane Monette, comment ça va? Ça va super bien, Martin, et toi? Ça va bien. Mais là, j'ai une question pour toi. Tu dors-tu? Non. Tu nous arrives avec toute un nouvel outil au niveau de la prospection pour la chasse à l'orignal, principalement, au chevreuil aussi. Au chevreuil aussi, ça va faire la job. Bien, écoute, on s'est associé avec des gens de l'industrie qui sont reconnus dans les cartes TrackMap. Oui. Puis on a travaillé fort parce que j'avais des spécifications bien importantes pour mes cartes à moi que je voulais. Puis là, bien, quand je me suis mis à leur parler de ça, bien, ils ont découvert qu'on pouvait faire un produit avec ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est que on est allé chercher les informations du ministère sur les couches écoforestières, sur les cartes topographiques. Mais ce que je leur ai demandé, c'est de faire des formules mathématiques, puis de tout combiner les essences d'arbres pour être capable d'aller chercher les hotspots. Ce que je veux dire par les hotspots, c'est que quand tu as du feuillu qui est jeune, bien, on le sait tout de suite que les chevreuils et les orignaux veulent aller manger là. Oui. Fait que là, bien, ils ont commencé à prendre ces informations-là. Ce que je voulais, c'est que aussi, avec la formule mathématique, parce que c'est de la maths, ça, d'être capable d'amener plein d'essences d'arbres ensemble. Puis quand les essences se touchent, ça devient des spots de chasse. Fait que de me sortir des spots de chasse potentiels. Fait que là, ce que je vois là-dessus, là, le paquet de couleurs, il y a des X. Parle-moi un peu de ça. Là, dans le fond, là, ça, là, c'est carrément des endroits où est-ce que je peux aller chasser. Là. Tout de suite. Fait que tu n'as pas de temps à perdre. En prenant une carte comme ça, c'est que tu vas sauver 80 de ton temps de prospection en partant avec ça. Le rouge, ça dit où est-ce qu'il faut manger. OK? Où est-ce que les gibiers vont manger. Le jaune, bien, c'est des mixtures d'arbres ensemble. C'est très potentiel, ça aussi. Mais où est-ce que c'est intéressant? C'est quand le rouge, le jaune et le vert se touchent, parce que le vert, c'est les concentrés denses de conifères. Où est-ce que tu as des lignes rouges, dans le fond? C'est ça. Bien, les lignes rouges, c'est les transitions. Les fameuses transitions qu'on parle tout le temps. Tu as inclus les transitions sur les cartes? Mettre dedans aussi. Fait que ça, c'est les sites potentiels de trail de chevreuil, trail d'orignal, même les trails d'ours. Fait que là, tu arrives avec une carte qui est complète quand tu vas aller à la chasse. Les points, sites de chasse potentiels, mais en plus des salines aussi. Si tu veux arriver, faire tes salines. Puis quand on a fait les formules mathématiques, on a pris des territoires qui existaient à nous autres. On a dit à l'ordinateur, calcule-nous ça. Puis écoute, c'est arrivé à 80 dans nos spots qui étaient déjà aménagés. Fait que les cartes deviennent très, très, très précises pour les gars. Fait que tu vas sauver un temps fou en ta prospection. Puis écoute, il y a des places que je pensais que je connaissais bien. Puis ça m'a amené des nouvelles places que j'ai juste une patch de bois que je savais pas. Puis que là, la carte me l'a donné. Fait que là, on s'en vient avec de quoi de très, très, très efficace pour prospecter puis surtout pour chasser. Tu sais, des matins, tu dis, je sais pas où aller, tu prends ta carte, il y a un point là. Mais aller masser sur ce point-là, je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Juste les zones de transition, pour certains, ça peut être du chinois. Exact. Là, on le simplifie. Et écoute, moi, ce que j'apprécie énormément de la façon que ça a été fait, c'est qu'on conserve deux couches de fond que tous les chasseurs connaissent, c'est-à-dire la carte écoforestière et la partie topographie. Oui. Alors, je peux déjà voir un petit peu mes entonnoirs, mes élévations, où est-ce que je vais pouvoir passer ou les pas. Chemins. Les et chemins de sont là, ben, je peux regarder les spots que tu as placés, les spots dont tu as fait placer avec le calcul qui s'est fait au niveau de la nourriture, zone de transition, etc. Exactement. Ça, c'est direct. Puis les cartes, bien, sont en papier synthétique. Fait que ça veut dire que ça se magane pas à la pluie. On peut les chiffonner sans problème. Mais la dernière affaire qui était pour moi le plus important, c'est qu'il fallait que je trouve un moyen de différencier les terres publiques des terres privées. Ça, c'est un gros point. C'est écœurant. Écoute, Martin, ils ont réussi à nous donner les terres de la couronne. Fait que ça veut dire que sur ton territoire où est-ce que tu chasses, la carte va te dire s'il y a des terres de la couronne, des terres que tu peux chasser, ou tu peux avoir des gens qui vont venir, bien là, tu le sais que c'est des terres publiques, puis tu vas avoir tes terres privées à toi aussi, ou l'inverse si tu veux. Fait que tu arrives avec un outil qui, écoute, j'ai commencé à en parler dans mes soirées, puis la première affaire qui arrive quand on tombe au break, cette table-là, la table des cartes, ça se remplit, Martin, les gens veulent comprendre, puis ils veulent en avoir. Puis exactement, c'est ça que je m'en allais dire. Pour la légende,
bien là, tout est là. On va probablement la mettre encore plus simple parce que, tu sais, on voit que le rouge s'est élevé puis ça s'en va en modéré. Tu as toutes les terres publiques, bon, comme je te disais, les points, saline potentielle ou endroit de chasse potentiel. Mais on va probablement la mettre en termes de chasseurs pour que les gars comprennent bien notre langage à nous autres, que quand ils vont voir cette carte-là, bien là, ils vont pouvoir chasser rapidement puis efficacement. C'était ça mon plus gros problème, moi, quand je chassais, d'avoir les hotspots puis être capable de m'aligner tout de suite. Plus que tu parles des délimitations par rapport à deux territoires, tu les délimites par une ligne noire Une ligne noire plus foncée. Je suis en train de chasser sur une ZEC, par exemple. Exactement. Je vais savoir que ma limite se situe là, donc je risque pas de faire un abattage que je devrais pas. Exactement, ou tu n'as simplement pas le droit. Oui. Si tu arrives sur une terre privée, tu n'as pas le droit de chasser là, bien là, la carte, elle te donne. Écoute, il y a tellement d'informations qu'on a été capable de mettre. Puis moi, je savais pas que les ordinateurs, maintenant, on était capable de calculer ça comme ça. Mais là, on se ramasse avec toutes nos informations. Fait qu'écoute, ça va être winner. On ne pourra pas se passer d'une carte de cette façon-là pour chasser. On peut jamais donner toute l'information dans une chronique comme ça à la TV. Il te reste un dégât de soirée. Les dates sont disponibles sur le site web, sur Facebook. Les gens viennent voir. Les gens de TrackMap sont là dans tes soirées pour l'expliquer. Une autre chose, évidemment, au Salon Expert Chasse et Pêche du 10 au 13 mars. Oui. Tu vas être là? Bien, moi, je suis une énorme parce que je suis en conférence, mais TrackMap est là. Tu vas avoir des pro staff de la Fermonette qui ont eu la formation des cartes. Ils vont pouvoir venir voir les cartes, les toucher. Ils vont même pouvoir les commander. Les gars vont avoir des ordinateurs, ils vont pouvoir travailler avec les gens. Fait que ça va être un bon hit d'aller voir ça, comment est-ce que c'est. Moi, si je finis pas trop tard, ben je vais essayer de m'échapper au show de Québec pour aller voir. Mais les informations vont être là. Puis écoute, c'est vraiment... Je suis content de ça parce que c'est un manque qu'on avait de cette façon-là. C'est un mode d'emploi de chasse, exactement. Oui, on perd plus de temps. Tu sais, que tu aies des réserves fauniques, que tu aies des territoires publics, que tu aies n'importe où au Québec, bien là, ça va être disponible. On va s'amuser avec ça. Essaye de dormir un peu, là. Non. Écoute, attends, il y a d'autres affaires à te parler. Tu vois, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Fait qu'on va voir ça. Merci. On s'en va à la pause. Restez là. On revient, ce sera pas long. Programme très intéressant, le programme Véhicules hors route de la Fondation, de la Faune du Québec. J'ai avec moi en studio Pierre Breton. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour Martin, très bien toi-même. Ça va bien, ça va bien. Emmanuel Boulefroy, ça va bien? Oui, ça va très bien, Ça va merci. très bien. Je commencerai peut-être avec Pierre parce que c'est un programme qui regarde la Fondation de la Faune. Je voudrais que tu me le présentes. Ben écoute, c'était une première pour nous. C'est un programme qu'on a mené entre 2012 et 2015 avec le ministère des Transports du Québec qui a financé entièrement le programme. Et c'est un programme qui est, l'intérêt, entre autres, puis qui est fait de pair avec les fédérations des quadistes et les fédérations des motoneigistes. Et dans le fond, ce sont eux qui se sont financés ce programme-là. C'est-à-dire qu'il y a un prélevé maintenant qui est fait par Transport Québec à chaque année sur les plaques. Oui. Des motoneigistes et des quadistes, $1, et ces sous-là viennent à la Fondation pour mettre en œuvre le programme. Donc, c'est vraiment un travail volontaire dans le fond, des usagers de ces véhicules-là. Voilà. Et l'idée du programme, c'est de s'assurer qu'il y a moins d'impact négatif sur la faune dû à la circulation de ces véhicules-là. Donc, soit en aidant les gens qui font des projets à mieux planifier les sentiers pour éviter d'endommager les habitats fauniques, soit à mieux les aménager, ces sentiers-là, de façon, encore une fois, ou des fois à les restaurer, à les réparer, ou encore à sensibiliser les gens, les usagers, à la protection des habitats. Donner l'information pour protéger l'habitat. Voilà, de toutes sortes de façons. Et c'est l'exemple, dans le fond, du projet qu'on vous présente ce soir, qui est un projet de sensibilisation à une espèce qui a des besoins spécifiques en termes d'habitat. Dans ce cas-ci, c'est caribou. Dis-moi rapidement, ça veut dire que des projets, vous en avez quand même financé plusieurs? Sur les 3 ans du programme, 36 projets, près de 800 000 $ partout à travers le Québec, autant pour les quadistes que les motoneigistes. Très bien, très bien. On part du programme, on s'en va dans un projet en particulier. Madame Boulefroy, vous êtes de quel secteur que vous touchez avec ce projet-là? On touche toute la région de la Capitale-Nationale. En fait, le promoteur du projet, c'est l'unité loisirs et sports de la région de la Capitale-Nationale. Et lui travaille à l'échelle de toute la région et de tous les clubs de motoneige de la région de Québec. Mais vous êtes du Cerfo? Oui. Donc, vous êtes 2 à chapeauter le projet? Exactement. OK. Je dirais le promoteur, c'est l'ULS de la Capitale-Nationale et le Cerfo joue le rôle du conseiller scientifique, si vous voulez. Et dans ce cas-ci, on a ciblé une espèce qui est le caribou. Oui. Le caribou est une espèce menacée au Québec.
Et en fait, la motoneige est le principal dommage pour cet animal l'hiver. La pratique de la motoneige crée des stress très importants sur cet animal. Donc le volet sensibilisation prend toute sa place, en particulier dans la région de Charlevoix où on retrouve les quelques individus qui restent. C'est une aire de juste 60 individus. Donc elle est vraiment dans une situation très critique. Mais là, on n'a pas réorganisé le réseau de sentiers. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? En fait, comme disait Pierre, c'est un volet de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a créé 3 outils pour informer les gens que le caribou est une espèce qui souffre finalement de la pratique de la motoneige hors piste et expliquer les règles de l'art. Donc comment réagir si on se retrouve en face d'un caribou, par exemple. Un des éléments très importants du volet sensibilisation, c'est la constitution d'une carte. Donc d'identifier à l'échelle de toute la région les secteurs où la pratique de la motoneige hors piste est interdite pour des raisons légales ou réglementaires, et puis les secteurs où les motoneigistes peuvent réaliser leur activité. Cette carte, elle a été réalisée suite à un consensus d'un comité qui a été constitué, qui regroupe les différents clubs de motoneige de la région et puis les différents gestionnaires de territoire. Donc autant les ZEC, la réserve faunique de Laurentides. C'est bien de voir tout ce monde-là travailler ensemble, par exemple, finalement. Hein? Je vous dirais que ça a été le gros défi de trouver une manière d'illustrer simplement, facilement, de créer un outil qui soit facile à comprendre, mais qui fasse consensus auprès de tous ces gens-là. Ça n'a pas été toujours facile, mais après 3-4 rencontres de travail, on est arrivé à un résultat finalement très satisfaisant. Et là, on se retrouve avec un pamphlet informatif, on se retrouve avec une carte. Vous n'avez pas parlé de panneaux aussi qui sont installés dans les sentiers? Oui. On identifie les zones qui sont sensibles, dans le fond. Exactement. En fait, on a également créé des panneaux de signalisation. On en retrouve régulièrement le long des sentiers. Et grâce à des relevés GPS que le ministère de la Forêt et de la Faune nous a fournis, on sait où sont les principales sorties de motoneige des sentiers. Donc, à ces endroits-là, les clubs de motoneige, parce que vraiment, ils ont été d'un partenariat très précieux dans le cadre du projet, eux ont eux-mêmes installé une quarantaine de panneaux le long des sentiers de motoneige qui étaient utilisés, sur lesquels on observait des sorties de route finalement. Donc, ce qu'on dit aux utilisateurs, en fait, c'est pas qu'il y a du mal à faire du hors-piste, c'est qu'il y a des territoires qui sont plus sensibles à ça, de par la présence du cheptel de caribou qui peut se déplacer. Et on va limiter les activités en hors-piste dans ces secteurs-là. Le but n'est pas de bloquer le hors-piste dans son ensemble. Pas du tout, mais c'est d'informer les gens, parce qu'on part du principe que, bon, il y a des hors-pisteux, comme les appellent les clubs de motoneige, qui sont un petit peu délinquants et quoi qu'on fasse, ils continueront à faire leur activité en sachant qu'elle n'est pas tolérée. Elle n'est pas réglementaire, mais il y a des gens qui le font par ignorance et si on leur fait comprendre pourquoi cette pratique est interdite à ces endroits, ils vont changer leur pratique. Madame Boulefroy, je vous remercie énormément. Monsieur Breton également. Vous êtes tous deux bienvenus en studio quand vous le voulez. Très belle initiative et belle réussite. Nous, on s'en va à la pause. Restez là. Après la pause, je vous le promets, on a trouvé un gros trou d'eau dans les Mont-Valin. Où est-ce qu'il y a de la grosse truite? Promis. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Cette partie d'émission vous est présentée par les Coquineries Conserve Artisanales. On revient brièvement en studio. Question que je vous transporte du côté du reportage de cette semaine à la pourvoirie Omamo Épinette Rouge. Malheureusement, au moment du tournage, j'ai eu un empêchement de mon côté. Je n'ai pas pu aller à la pêche. Grande peine de mon côté. C'est l'équipe de loisirs chasse et pêche qui s'est faite une grande fierté d'aller pêcher là avec mon ami Marc Imbeau, qui a très bien fait la job, pourrait presque me remplacer. Du moins, restez là, on s'en va voir de la grosse truite dans les Monts-Valin. Donc, en général, Omamo est un territoire de 129 km² dans les Monts-Valin, à 4h30 de Québec et puis 7h de Montréal, 1h30 de Chicoutimi. On parle d'un territoire qui est accessible maintenant par voie terrestre, en automobile, uniquement que depuis 2007. Donc, pas beaucoup de prélèvements, comme on dit souvent à la blague. On reçoit plus
on reçoit moins de pêcheurs que de quantité de poissons au niveau de nos environnements. On fait des opérations de chasse et de pêche à l'ours noir, à l'Orignal. Et puis, pour ce qui est des prélèvements, on n'a pas de saison basse comme telle, ayant l'avantage d'avoir 4 rivières d'importance sur le territoire. Donc, en période d'étiage, au mois de juillet ou au mois d'août, on a une présence là, de pièces de taille ou du moins de pêche qui se distingue, sans trop de prétention au niveau de la pêche, par les rivières qu'on a, la rivière Taguy, la rivière Port-Neuf, la rivière au Sable et puis la rivière Maria. On touche le nord, le sud, l'est et l'ouest, qui nous apportent 4 génétiques distinctes au niveau de la truite mouchetée. Une truite mouchetée indigène, naturellement, sauvage, sans aucun ensemencement au niveau de la pourvoirie ici. Et puis, je vous dirais, on pourrait peut-être qualifier de pure pêche ou de secteur un petit peu plus sauvage. Fait qu'on vous souhaite donc la bienvenue à la découverte de notre petit coin de paradis. Fait que ce matin, on s'en va à la pêche avec M. Gingras et Mme Séguin, des clients de l'endroit. C'est bon. Je le vois. Et voilà! Et voilà! Bon. Faut faire ça comme des films. Ah ouais? Allez, tourne-le, prends-le comme ça. Wow. Elle est vraiment belle. Très content. Elle est si belle de même du premier coup. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est là. Il faut être conscient qu'on est quand même le 13 août. On est en eau un peu plus chaude, tendance à être en profondeur, à peu près entre 20 et 25 pieds selon moi. Ça fait que je vais y aller avec un marcheur de fond. Je me mets en arrière de mon marcheur de fond, au moins un minimum de 3 à 4 pieds en arrière avant de mettre mon leurre. Fait que je vais me mettre un émerion, simplement pour éviter que ma trôle s'en mêle ou tourne. Et c'est certain qu'une fois monté, tu as 4 pieds de ligne. Puis après ça, ben, tu mets un bas de ligne en arrière et ton verre. Allez, règle ça, amène ça à la maison. C'est beau, Chantal. Sonde-nous ça. Ça s'en vient. Ça vient, t'as vu passer. OK, lève ta canne. Lève ta canne. Lève ta canne. Ouais! Ouais, Chantal. Hey, oh my God! Oh my God! C'est vraiment belle. Des belles couleurs, hein? Oh, Un beau petit mâle. ça fait de bon sens. Ça fait 2 fois le drop. Wow! C'est beau! Hey, il est grossif! C'est beau, mon amour! Mais regarde ta canne haute, elle a l'air belle, hein? Elle a l'air très belle. Regarde ça haut, sors ta trône un peu, laisse-le beau, laisse-le nager. Yes! OK, belle. Youhou! Regarde ça, la belle truite. Wow! Quand on parlait de génétique, on a chez Omamo 4 génétiques distinctes. La source Rubert qui vient du nord par la rivière qui se décharge dans le Pic-Moican. La rivière Maria vers le lac Saint-Jean par les bassins de la Péribonka. Après ça, la Taguy par la Haute-Côte-Nord. Et puis la rivière Port-Neuf, où on est la tête des eaux du Port-Neuf vers le Saguenay. Fait que Ito-Mamo étant à la croisée des rivières, un nom indien qui veut dire à la croisée des rivières, qui relie le nord, le sud, l'est et l'ouest.
Quand on parle d'une génétique rupère, la source rupère, c'est que vous avez une truite très définie, avec des couleurs de toute beauté. Dans ce cas-ci, on parle d'une femelle. On a les stries sur le dos, qui sont les stries typiques d'une femelle, tandis que le mâle est souvent noir. C'est ça. Puis naturellement, ben, son beau petit rouge, son beau petit côté rouge, là, parce qu'elle prépare ses œufs, on est au mois d'août. Quand on les voit souvent, le ventre blanc, c'est qu'on est sur des fonds de sable et des fonds de roche. Souvent, est un petit peu plus foncé lorsqu'on a des fonds de vase. Belle truite. C'est beau, mon amour. Fish on! Ben, c'est une belle. C'est une belle. Et Cathy. Cathy? Ouais, c'est beau, mon amour. Yep, fish on. Yes. Wouhou! Oui. Oh, c'est beau, ça. Le fil est là. Bravo, mon amour. Un beau petit mâle. Wow! Quand on parlait de dos tout à l'heure, elle a un beau petit dos noir comparativement à notre femelle. Et un peu moins de couleur orangée. Vraiment belle. Bon, on va aller voir nos amis, en ont pogné une. Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! Un peu. Comme ça. Yes! Oh, c'est une belle, ça. Je suis content, tabarnak. Bon, ça, ouais. Montre-nous là. Pour ce qui est de la découverte du territoire chez Omamo, on dispose de 129 km² de territoire. C'est excessivement grand, dont au-delà de 40 à 50 km² qui sont encore vierges, sans intervention forestière ou d'aucune sorte, sans chemin. Donc, on a une quarantaine de lacs qui ne sont pas exploités. On en ouvre 2 à 3 par année pour offrir une diversification de pêche et puis des lacs de tête, naturellement, qui nous offrent une qualité de truite qui se distingue. On donne accès au territoire, ça fait partie des standards de nos forfaits. Il y a plusieurs VTT qui sont placés stratégiquement sur le territoire par l'entremise des réseaux de navigation par les 4 rivières dont je parlais tout à l'heure, où il y a des sentiers qui ont été aménagés et puis des VTT qui sont disponibles pour pouvoir se rendre sur des plans d'eau qui sont non accessibles par voie terrestre autrement que de cette manière. Comme je le mentionnais, Omamo était uniquement accessible par voie de navigation aérienne, maintenant accessible par voie terrestre. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un petit côté pêche et en même temps aventure assez particulière de pouvoir accéder à ce territoire-là, en grosse partie encore vierge. En général, on ne vient pas chez Omamo pour les cotons, on vient chez Omamo pour une qualité de pêche qui se distingue. Et puis, de cette manière-là, on a plusieurs lacs qu'on pêche uniquement que 50 truites, d'autres lacs où on va en pêcher 100, où on va en pêcher 500, qu'on va ouvrir uniquement soit en juillet pour les moucheurs, qu'on n'ouvre pas en juin. Les facilités de pêche, là, étant plus à risque au niveau du prélèvement du géniteur. Et puis, on a 2 secteurs qui sont des secteurs qu'on peut qualifier de sanctuaires, ou en fin de saison, en rivière, où on ne permet moins ou pas de pêcher, question de garder une génétique particulière au niveau des géniteurs. Ah ouais, mon amour. Oui, ça ici.
Hop, hop, viens ici, ma belle. Hop, tiens, fish on. C'est bon. Ah ouais, mon amour, on lève ça. Oui. OK. Hey, t'es fatigué, hein? On l'a fait nager en masse. Ah, un autre petit mâle. Tout doux, oui. Belle. Au niveau de l'hébergement, on dispose de 7 chalets de 2 à 12 personnes. Des chalets excessivement rustiques dont les premiers ont été bâtis début des années 50-60 sur les anciens clubs privés américains. Les chalets sont très rustiques, excessivement bien équipés et puis au goût du jour naturellement, mais dans un environnement très rustique. On en a 5 sur les installations principales où on offre un service d'éviscération et diverses autres choses. Et puis on en a 2 en retrait sur le territoire à 35 minutes de navigation où on va vous porter là, avec un ponton pour vos effets personnels et puis l'accompagnement ou le support, où on dispose naturellement de systèmes de communication pour la sécurité. On fait de la location de chalet à un tarif unique, peu importe la quantité pour le groupe, donc c'est un prix que vous séparez en groupe. Si vous voulez, des fois, profiter de petits moments d'arrêt ou de détente ou de vacances, avec ou sans pêche, avec ou sans prélèvement, avec ou sans aventure, avec ou sans sortie avec nous, on a la capacité de s'adapter un peu à ce que vous voulez avoir comme séjour. Fish on! Wow, oui, c'est beau, mon amour. Une belle femelle. Oh, que c'est beau, ça! Hey, regardez comme elle est orange en dessous. C'est bon! Hey, je suis tellement contente, là. Elle est vraiment belle. Hey, regarde. Tu n'as eu? Allons, fish on, yes! My God! Oh my God! Hey. C'est fish on! C'est un fish on. Comme ça peut être tasse. Oh! C'était de la truite! Oh! On va aller le pêcher! Ça me dérange, oui. Le petit bébé huard sortir de l'eau. Le petit, là, c'est un huard, puis elle, c'est un garrot-gare. À part, et le bébé plonge. As-tu vu le phénomène? À titre de service, en plus naturellement des services d'éviscération qu'on vous offre, des accompagnements de la sécurité ou quoi que ce soit, des radios pour se promener sur le territoire, question d'être toujours en sécurité, on offre différents autres services. De la descente de rivière en canot ou en kayak, avec ou sans guide ou avec ou sans prélèvement de pêche. On a aussi une petite boutique qui comprend à peu près toutes les leurres, les terminales tackle, etc. et compagnie, tout ce dont vous aurez besoin. Et puis, on dispose aussi de cannes à moucher de qualité pour les moucheurs ou les adeptes qui voudraient s'y mettre. Ça nous fait plaisir de sortir avec vous, naturellement sans frais, ça fait partie de nos standards. De vous donner une formation spécifique au niveau de la mouche. Pour ce qui est du reste, si les enfants, des fois, sont moins à l'aise au niveau de la pêche, on a un ponton, différents équipements où on se permet d'aller sur des pieds de rivière souvent où c'est très productif en pêche. Question de les montrer à ferrer, les familiariser ou leur donner le goût de l'art du bon plaisir. Hop, tiens. Fish on, my friend. Ah, I love you.
Garde-toi dessus. Là, tu as une réaction. On va sauter là-bas. Hop, tiens, lève-la. Elle est belle. Elle, c'est belle. Belle petite nageoire. Wouhou! Beau! On va avoir une coupe de truite pour souper ce soir. C'est beau. Un petit pécan. Hey, ma belle! C'est là! On a des clients qui reviennent d'un lac de tête, le Zoom et le Nourin. Et puis, votre pêche? Ah, ça a bien été pour moi. Ouais, et puis, ils ont l'air de quoi? Oh, pour moi, ils sont belles. Moi, j'ai ma plus grosse là-dedans. 3 belles pièces, une pêche en 10 minutes sur 5 heures. Ouais. Ah ouais, ça n'a pas répondu tout en même temps? Tout en même temps, puis tout sur le même coin. Lac de tête. 2, 3. Lac de tête. Oh, la belle truite. Combative, ça veut pas sortir de l'eau. Wow. Hey, ça n'a pas de parasite, rien. C'est clean, mon ami. Yeah. Un beau mâle. Il y a deux autres. Wow! Belle truite. Hey, félicitations, belle pêche. Regarde-moi le bébé. On a de toutes les tâtes. Sur Maman, on a de tous les tâtes. Hein? Ah, c'est ça, il fait manger. C'est là on va perdre si t'en mets dedans. Ils vont dire que c'est une gang d'enfants. Hein? Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie au Mammot Épinette Rouge. La chronique cette semaine dans Sentier Chasse-Pêche est celle de Sylvain Saint-Louis qui nous parle d'orientation et survie. Si vous est jamais arrivé quoi que ce soit dans le bois, ça peut arriver, on ne le souhaite pas. Hein? Vous achetez des assurances d'un fois qu'il arrive quelque chose. Bien là, on va suivre la rubrique de Sylvain Saint-Louis dans Sentier Chasse-Pêche d'un fois qu'il arrive quelque chose dans le bois. De quoi nous parle Sylvain? Eh bien, à tous les mois, il parle par exemple d'un type de plante qu'on peut utiliser d'un fois qu'il arriverait quelque chose. Par exemple, dans cette édition-ci de Sentier, il me parle du sapin baumier. Comment utiliser par exemple la sève du sapin baumier pour, première des choses, de récupérer cette sève-là pour faire, par exemple, des allumes-feu ou encore colmater une fuite, colmater même une plaie à la limite. Comment on peut utiliser des feux pour faire des signaux de détresse? De quelle façon disposer? Saviez-vous qu'il y a des façons de disposer un feu pour signaler à un hélicoptère ou un avion qui me verrait, par exemple, que je suis en détresse en les disposant, par exemple, en triangle à une certaine distance? C'est tous des sujets dont Sylvain nous parle sur une base régulière. Un autre exemple, juste comme ça, rapidement, la sélection des différentes couleurs à utiliser dans la configuration, par exemple, d'un menu GPS pour le rendre facile à utiliser et énormément d'autres chroniques comme ça qui peuvent vous aider. D'un fois que ça arrive. Donc, d'un fois que ça arrive, bien, lisez-le donc dans Sentier Chasse-Pêche. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Un autre excellent signe que les lacs vont finir par caler, c'est qu'on vous parle aujourd'hui d'assurance bateau. Ça commence à être le temps. Pierre Duchesne, comment ça va? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Pierre, déjà quand on aborde l'assurance maison, l'assurance habitation, c'est-à-dire, excuse-moi, l'assurance voiture, ça peut déjà être compliqué de les combiner. Quand on parle d'assurance bateau, j'ai de la misère à la situer là-dedans. Bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à la situer. Des fois, les gens vont penser qu'avec leur assurance habitation, ils sont très bien couverts pour leur bateau et où ils vont penser qu'ils ne sont pas du tout. La vérité est un petit peu entre les deux. Donc, il y a deux choses à vérifier. C'est soit la valeur du bateau et la force du moteur. En habitation, si on a un moteur de moins de 50 chevaux vapeur, on est couvert au moins pour la responsabilité civile, tant que le bateau n'est pas plus long que 26 pieds. Au niveau de la valeur, par contre, ça va dépendre de l'option de l'assureur. Donc, l'assureur peut couvrir de 500 $ jusqu'à 5 000 $ pour les dommages au bateau lui-même. Donc là, si ça dépasse un ou l'autre,
il faut une assurance une assurance spécifique là, pour le bateau. Donc, j'avais raison de penser que mon bateau est probablement couvert dans mon assurance habitation. Il s'agit de vérifier le contenu de mon assurance. Tu me parles de 50 forces puis de certaines valeurs. Il arrive quoi si mon bateau, par exemple, vaut plus cher que ça? Ou un plus gros moteur encore? Ben, exactement. Là, on va prendre une police d'assurance pour le bateau. Donc, on voudra l'assurer en formule tout risque, comme on appelle communément, pour couvrir, entre autres, le vol, la collision sur l'eau avec peut-être un quai ou un objet flottant. Ça peut être aussi lors du transport, l'incendie. Évidemment, il y a la responsabilité civile aussi qui va être incluse, qui va venir couvrir les dommages qu'on peut causer aux autres, que ce soit des blessures ou simplement endommager du matériel. À ce moment-là, de quelle façon on va statuer sur, par exemple, la valeur de mon bateau? C'est dans l'automobile, mettons, là. J'ai des valeurs à neuf qui existent. Je peux prendre différents avenants. Je peux prendre différentes couvertures aussi, des frais à payer. Tu sais, quand j'ai un accident, je dois payer un frais. Des fois, ça peut être fixe, puis je peux le choisir. C'est la même affaire? C'est une bonne question, Martin, parce qu'il y a un peu une différence par rapport à l'automobile ou l'habitation. Le meilleur exemple, c'est la valeur à neuf en auto. Si on a un accident, on se fait remplacer notre véhicule par un véhicule neuf. Si j'ai pris la valeur à neuf? Oui. Si on ne l'a pas, bien, on obtient la valeur marchande du véhicule au moment où le sinistre est survenu. En bateau, ça va être une valeur agréée, un avenant de valeur agréée qui va être disponible pour les bateaux relativement récents. Souvent, on va l'accorder jusqu'à 10 ans ou 15 ans. La valeur agréée, en gros, c'est que l'assureur et le client conviennent d'un montant. Donc, le montant qu'on va convenir souvent, ça va être un montant raisonnable, soit le prix payé. Par contre, quand le bateau vieillit, bien, des fois, on voudra peut-être baisser un peu là, ce montant-là pour en même temps baisser sa prime d'assurance. Donc, après 5 ans, peut-être qu'on se dira, bien, mon bateau que j'avais payé 20 000, il vaut peut-être 10 000 12 000, donc je vais le réajuster. Je vais payer un peu moins cher d'assurance. Et si j'ai une perte, bien, je serai pas mal pris, je vais être capable de remplacer mon bateau. Donc, ça permet une certaine personnalisation de notre police d'assurance et ça nous permet de payer le juste prix, finalement, selon nos besoins. Ça, c'est l'assureur qui va, au bout de la ligne, statuer sur la valeur, cette valeur agréée-là qu'on va mettre, qu'on va fixer dans le béton. Bien, c'est ça. En fait, c'est une entente avec le client. Donc, bon, il va un petit peu avec la valeur du marchand. On se dit le prix payé à la base, mais le prix payé, on peut le garder pendant 10 ans si on veut. Toujours le maintenir au prix qu'on a payé, mais on va payer la prime en conséquence. Donc, c'est à discuter avec son assureur. Puis, je veux rappeler aux gens que, bon, c'est important d'assurer son bateau. Il y a beaucoup de gens dans les dernières années qui ont cessé d'assurer leur bateau parce qu'il y avait beaucoup d'exigences au niveau des expertises maritimes, même pour couvrir juste la responsabilité civile. Ça, c'est les bateaux qui ont des coques en fibre de verre. En aluminium, c'est moins problématique parce que ça se détériore beaucoup moins. Il y a eu un gros assouplissement, je pense, dans l'industrie au courant des dernières années au niveau des expertises maritimes. Donc, les gens qui sentaient que c'était pas possible d'assurer leur bateau sans débourser des gros frais pour des expertises maritimes, c'est peut-être de s'informer un peu auprès de son assureur ou appeler à la capitale, puis on va être en mesure. Je pense que c'est l'idéal. On appelle à la capitale. Sur le site web, il y a déjà un peu d'informations. Absolument. Sinon, on vous appelle directement. Il y a des gens chez vous qui vont nous rendre service et qui vont nous répéter ce que tu viens de dire par rapport à la valeur agréée. Tu sais que mes connaissances en assurance sont... Bon, je vais te rappeler, je vais te reposer des questions. On est là pour ça. Pierre, je te remercie. On te réinvite en studio comme ça tout au long de l'année, parler des différents formats d'assurance. Je t'en remercie. Restez là, vous, parce qu'après la pause, le grand, le seul, l'unique, le grand, Guy-Paul Thibault qui est avec nous. Restez là. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et des pêcheurs. Guy-Paul Thibault, tu vas me dire que c'est là, toi? Salut, mon petit garçon, ça va bien, toi? Là, c'est quel de la gang qui a donné un pot? Je t'ai dit de pas l'ambitionner. Descends de ton nuage, on va parler de tes couteaux. Dans une autre mesure, parmi nous, écoute,
Gerber, c'est une gamme qu'on voit de plus en plus sur le marché. Gamme de couteaux, gamme qui fabrique des lames. On va dire des lames. Et dans plusieurs des cas, on voit des petits étalages avec 1 ou 2 couteaux. Pour vous dire, là, on n'a pas été capable d'embarquer sur la table tout ce que Guy Paul a amené. Je veux que tu me présentes cette gamme-là. C'est ça, Martin. Bien, Gerber, en partant, c'est une gamme... Ils font toutes sortes de choses. Dans le fond, ils font des couteaux, ils font des très bonnes lames, ils font des affaires pour la chasse, ils font des affaires pour travailler, ils font des articles de survie. C'est ce qu'on n'a pas pu embarquer sur la table tantôt, d'ailleurs, des kits de survie. C'est ça, parce que Martin, je ne sais pas si Nick a déjà écouté l'émission de Bear Grylls. On le voit ici. Ça, c'est une gamme, lui, qu'ils ont élaborée pour lui, qui fait beaucoup de survie. Fait qu'il y a toutes sortes de gammes d'allume-feu, toutes sortes de choses. Ils font beaucoup de choses, Gerber. Dans un premier temps, si on passe au travers des quelques couteaux que tu as amenés, parce qu'il y a d'autres couteaux que ça, on se rend rapidement compte qu'on part du couteau utilitaire survie au couteau chasse. Oui, couteau chasse, Martin, avec des qualités de lame très, très bonnes. Ça garde la coupe longtemps. C'est très abordable. Puis la série Gerber, il y en a de différents modèles. Tu en as nous ici à côté avec le petit skinner dessus. Puis tu vois aussi, c'est un couteau pour enlever la peau. Fait que un, deux dans un, dans le fond. Des petits couteaux de finition. Des fois, il y en a qui commencent avec ça à l'arrière de l'animal pour pas contaminer la viande de l'animal avec l'autre couteau. Donc, une chose qu'on remarque très rapidement sur ces couteaux-là, conception du manche, qui est une espèce de composite de plastique qui est excessivement robuste. Ça se sépare très mal de la lame, donc ça reste tout d'un bout. C'est ça. Dans les couteaux de base, si on va rapidement, bien écoute, tu as l'aiguisoir qui va avec les couteaux, qui est fourni par la compagnie, vendu par la compagnie. Oui, ça se traîne très bien. Ça se plie en deux, là, on peut pas le plier parce qu'il est dans l'emballage. Ça pense au couteau papillon un peu, là. C'est ça, fait que ça, tu peux aiguiser. Tu peux faire une très belle finition sur tes couteaux aussi avec ça. Donc, et ça s'applique pour l'ensemble de la gamme, ou du moins presque. Là, le zipper, ça ne fonctionnera pas, mais l'ensemble de la gamme, ça s'applique. Si on s'en va du côté de ce qu'on appelle la catégorie, si on veut, Skinner, tout ce qui est pour arranger notre animal. Oui. Ça, quand on veut travailler, Martin, comme on va toujours commencer avec un couteau, il faut faire de la finition pour enlever, pour les zipper, comme on dit, en bon français. C'est de ça, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de percer la panse avec ça. C'est juste ça. D'un, de deux, ce que je remarque très rapidement sur ton modèle, j'en ai vu plusieurs casser la poignée sur des modèles dont le plastique est un peu plus mince, si on veut, moins résistant. Ici, là, j'ai quand même une bonne épaisseur de plastique au niveau de la poignée. Là. Donc, j'aurais pas peur de vraiment me donner une bonne swing et tirer comme il faut. Les gars se ramassent sur le derrière, à l'autre bout de l'orignal, parce qu'ils ont tiré puis la manche pète. Et pour les habitués du type punch, si on veut. C'est ça. Mais ça, encore, Martin, plus résistant que ça, si on veut. Mais c'est une autre méthode de travailler, mais c'est aussi utile que l'autre pour pas avoir peur de percer la panse de l'animal quand on l'ouvre. On utilise un métal qui est plus facile à désinfecter sur celui-là que sur les couteaux de chasse. Et avec raison, on se promène dans la viande, on veut garder le côté salubrité. Une chose qui m'a impressionné beaucoup aussi dans la conception des haches de Gerber, c'est la construction, si on voudrait dire, monocoque des haches. Oui. Loin dans le bois, tu veux pas que la tête se sépare du manche. Non, c'est ça. Puis tu peux frapper fort avec ça, Martin. Même chose, c'est pratiquement incassable. C'est fait très robuste, c'est fait pour travailler, puis on n'a pas besoin d'avoir peur de béguiser ça, ça ne béguisera pas. Et ce sont des lames qui s'affûtent quand même assez bien, mais qui se gâtent surtout très mal. Donc, c'est dur de gâter ce type de métal-là, c'est-à-dire de faire des bonnes coches dedans. Donc, ça va nous rester pendant un bon bout de temps, même faire des tranchées. Deux grosseurs, Martin. C'est la plus petite aussi ici. Même principe. Les lames avec lesquelles tu n'as pas à te gêner de faire des tranchées sur le tour du camp là, quand il y a des grosses crues d'eau, question de faire du drainage. Aucun problème. Là, on rentre dans le sérieux. Celui-là m'a fait rire ici. J'attire votre attention sur la façon dont ils ont inscrit shopping tool, et non pas shopping avec un S. À faire attention et à ne pas confondre. La série des machettes, il y en a quelques-unes. Ça, tu vois, Martin, celle-là, tu vois le poids qu'elle avait? Oui. Fait que ça, c'est le même principe. Plus qu'elle va être pesante, moins qu'on a besoin de frapper fort. Donc, on peut faire beaucoup de travail avec ça. C'est pratique, ça. Je sais pas si tu en as déjà servi d'une machette comme ça. Oui, moi, j'attends la mienne. J'attends la mienne parce que, justement, à quelques reprises, j'aurais eu besoin d'en avoir une pour faire du nettoyage.
Puis, c'est ça. Oui, définitivement. L'autre modèle ici, vois-tu, Martin, plus grande un petit peu. Peut-être un petit peu moins pesante, si tu as remarqué celle-là. Oui, vraiment. Mais avec sa longueur, donc, on va être capable de frapper quand même. On coupe des bonnes branches avec ça, pareil. Bien, parlant de couper de branches, il n'y a pas juste le côté lame dessus, il y a un côté aussi scie à l'arrière qui est très intéressant. Et c'est pas juste des dents, là. C'est vraiment des dents alternatives, donc en alternance. C'est vraiment une scie, là. C'est ça. Oui, quand on n'est pas capable de... Quand les branches sont trop grosses, on prend le côté de la scie. Avec ça, on est capable de finir le travail. J'attire l'attention rapidement sur l'autre côté. Une chose que la compagnie Gerber fait, c'est de fournir des vrais essuies en nylon balistique. Oui. Un nylon qui se coupe pas. Question de ne pas se ramasser avec une pointe de couteau dans la cuisse. Là. Ouais. Il y a même certaines étuis de cuir qui vont être problématiques, qui vont ouvrir. Il nous reste 30 secondes, ça va vite, mais je veux qu'on monte celle-là. Le spécial Zombie Apocalypse. Oui, celle-là, Martin. Plus courte un petit peu. Elle a une autre fonction. Je ne sais pas si vous le crochet ici en haut. Là. Oui. Fait que ça, c'est quand on a des branches plus hautes. On veut juste à descendre, donner un coup comme ça. Ça ne pas de monter, hein, peut se retomber. C'est ça. Fait qu'on donne un petit coup sec qu'on monte. Celle-là ici, je voulais qu'on en parle une petite seconde, un petit peu, Martin. La scie à viande et scie à bois aussi. Très pratique. On peut faire des côtes avec ça facilement. C'est ça. Fait que, un beau produit, ça aussi. Encore plus en magasin qui passe du côté des Amants de la nature. Oui. Je te remercie. Je te garde avec moi. On va continuer à regarder ça. Nous, on doit se quitter. C'est déjà la fin de l'émission. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On est avec les jeunes. C'est pêche en herbe. On va se faire du fun. Je ramène un petit peu. Je donne un petit coup comme ça. Tu l'as. Ramène, tu l'as. Ramène ça. Es-tu contente? Oui. Yes, truite numéro 1. Qui a attrapé du poisson? Moi! Avez-vous aimé ça? Oui! Allez-vous revenir? Oui! Mission accomplie. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Les Amants de la nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.